bonjour. Alors, tout d'abord, en préalable, il me semble nécessaire, puisque nous allons parler de l'articulation entre universalisme et entreprise, eh bien, tout simplement de définir un petit peu les termes qui se réfèrent à cette, à cette façon d'envisager les rapports entre l'universel et la société. Alors tout d'abord, eh bien, la question de l'universel. L'universel, c'est l'idée donc du partage de quelque chose qui peut être considéré comme pouvant justement précisément se propager à l'échelle de l'humanité et relevant d'une certaine manière d'un idéal qui peut l'être. Alors historiquement, si on veut regarder assez rapidement la façon dont cet universalisme a pu apparaître, bien sûr, dans les temps anciens, tout d'abord la croyance religieuse, autrement dit l'idée que, eh bien, il y aurait donc le fait est donc une projection donc qui serait de l'ordre donc la recherche d'un paradis qui serait l'au-delà de la vie sur la Terre, et puis réponse à des questions plutôt existentielles qui sont de l'ordre de savoir quel est le sens de l'univers, la place de l'homme dans la société, et finalement aussi par défaut généralement de la connaissance par l'expérience que l'homme peut avoir de lui-même, donc de sa propre existence. Et d'ailleurs, c'est dans un deuxième temps, historiquement, ce qu'on pourrait identifier, c'est précisément l'émergence par l'expérience de l'homme du fait que, eh bien, il puisse considérer, entrer en quelque sorte en possession de sa propre volonté à travers la connaissance scientifique, tout d'abord, mais aussi la façon dont cette connaissance va pouvoir se traduire aussi dans des institutions politiques qui vont lui permettre donc, eh bien, de prendre la main sur sa propre destinée, de devenir agent de son histoire. Et donc là, on pourrait se référer à l'idéal républicain, qui est liberté, égalité, fraternité. Donc, si la liberté, c'est l'égalité, et si nous sommes des égaux, nous pouvons nous mélanger, et donc fraterniser. Et donc, c'est l'idée finalement qu'on se mélange dans une société, on ne se sépare pas sur le fondement donc des différences ethnico-religieuses et identitaires. Alors qu'on peut considérer comme un progrès de l'histoire, à travers aussi eh bien, un peu l'image qu'ont pu en donner les grands penseurs de l'universalisme, donc qui ont précédé la Révolution française, comme Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, et précisément cette Révolution française qu'elle va apporter avec les droits de l'homme et du citoyen, c'est l'idée de droit universel, donc à travers les droits naturels de l'homme. Autrement dit, à travers la naissance, eh bien, l'homme possède d'emblée les attributs d'une forme d'égalité qui serait inscrite donc, dans l'ordre de l'existence même de l'homme, dans l'ordre de ses facultés par la naissance. Et c'est d'ailleurs la référence à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors évidemment, il n'en va pas aussi facilement des choses, puisque seuls les États donnent des droits à ceux qui vivent sur leur sol. Autrement dit, cette égalité de naissance, je dirais proclamée au titre des droits naturels, rencontre la réalité du droit et des droits avec des sociétés qui peuvent être très diverses, des théocraties comme des démocraties. On pourra faire référence aussi à la démocratie grecque, qui est quand même une antériorité et qui constitue aussi l'idée du gouvernement des hommes par les hommes indépendamment des dieux, qui a aussi préexisté dans cette histoire et qui est devenue aujourd'hui quand même une référence, on va dire à travers la notion d'état de droit, à ce que doit être un État respectueux de la liberté des individus. Alors il y a une autre dimension, bien sûr, avec l'universalisme, c'est l'économie. L'économie est aussi donc une dimension donc, à caractère universel. Cette économie dont on dit qu'elle adoucit les mœurs, donc qui favorise la sociabilité. Et donc on va se référer par rapport à l'économie, au travail, bien sûr, à la notion de travail, créateur de richesse, et inévitablement à l'entreprise qui constitue l'unité de production élémentaire de l'économie. Alors il est vrai qu'aujourd'hui s'effacent généralement ces deux références derrière la notion de mondialisation, qui elle a un petit peu fait oublier finalement le rôle de l'entreprise et du travail productif derrière une certaine financiarisation donc, de l'économie. Alors, pour situer mon propos par rapport aux enjeux, justement, je disais précédemment que seuls les États donnent des droits à ceux qui vivent sur leur sol.
Eh bien, la France est un pays particulier de ce point de vue. Nous avons donc cette histoire, héritier de la Révolution française, et puis aussi d'une histoire du droit social, ne l'oublions pas, où l'entreprise est donc d'une part s'est détaché progressivement de toute référence religieuse, et le mouvement ouvrier français lui-même, à but universel, a donc poursuivi des buts et de revendications détachés donc de cette référence. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous avons vu, pour être un petit peu concret, une certaine montée des affirmations identitaires depuis une trentaine d'années qui viennent donc poser aussi un certain nombre de questions à, je dirais, la question justement au rapport à l'universalisme. Alors, deux domaines. Le domaine public relève de l'égalité de traitement devant la loi. Autrement dit, l'agent public doit être neutre lorsqu'il reçoit du public. Et donc, c'est une obligation qui est relative à l'égalité de traitement de tous devant la loi. Dans le domaine privé, il en va différemment. C'est la non-discrimination qui prévaut. Autrement dit, les personnes qui travaillent, le salarié peut manifester donc ses appartenances religieuses dans certaines limites, c'est-à-dire que ces manifestations ne sont pas sans rencontrer certaines restrictions si elles s'opposent donc à la bonne marche de l'entreprise. Et donc dans ce domaine donc, est celui de l'entreprise privée, on a vu comme dans la société depuis une trentaine d'années monter des affirmations identitaires qui viennent nous questionner de manière nouvelle sur justement la façon dont on peut concevoir le travail et la place de chacun. Donc je disais bien distinguer le fait que la liberté de conscience dans l'entreprise, donc elle ne reste pas à sa porte, c'est une liberté fondamentale qui ne peut pas être limitée de manière générale, mais elle peut être restreinte donc par différents biais. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé historiquement, puisque récemment, on a vu la possibilité d'inscrire dans le règlement intérieur des entreprises donc, un article visant à limiter, le cas échéant, donc, les manifestations religieuses. Dans un cas, c'est dans les relations avec la clientèle. Alors, donc, décision de la Cour de justice de l'Union européenne donc, de mars 2017, qui a été validée par la Cour de cassation en novembre 2017, et aussi la loi travail qui avait déjà apporté un éclairage donc, de ce point de vue, en réaction finalement à une situation que nous rencontrons aujourd'hui à la fois dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine de l'entreprise, et où certaines manifestations religieuses peuvent venir empiéter sur les libertés des autres, et donc effectivement venir aussi entraver d'une certaine façon donc, l'activité même de l'entreprise. Alors on peut avoir à l'esprit de ce point de vue-là qui est assez significatif du point de vue justement de l'articulation au droit aussi international et de voir quels sont les enjeux non seulement du droit en France du point de vue de l'entreprise, mais effectivement à une échelle plus large, qui est celle donc, à l'échelle mondiale, avec le cas Babylou, cette association. Vous savez qu'une association est une entreprise, une association est fondée en droit privé, quelle que soit son activité, et donc qui avait inscrit dans son règlement intérieur le principe de neutralité et de laïcité, donc concernant ces salariés en contact avec les enfants, puisqu'il s'agissait effectivement d'une crèche, et pour respecter finalement à la fois la liberté de conscience de ces enfants, je dirais, voilà, un petit peu donc en construction, et puis celle de leurs parents. Et donc il y a eu un débat de 4 ans, un judiciaire, qui a abouti à la reconnaissance du bien fondé tout simplement du licenciement d'une salariée voilée qui entendait imposer son signe religieux dans cette crèche, contrairement donc à ce règlement intérieur. Donc il lui a été donné raison à cette crèche, mais contesté depuis par exemple par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui s'appuie sur le Pacte international des droits civils et politiques, qui comprend effectivement à la fois l'affirmation de l'égalité, de la non-discrimination, et puis aussi la reconnaissance des minorités. Donc on est dans une mise en concurrence des droits que nous retrouvons donc à l'échelle de notre propre société. Qu'est-ce qui doit prévaloir ? Est-ce une société du mélange selon l'idéal républicain, à savoir le principe d'égalité, et donc qui nourrit cette forme de liberté qui fait qu'on ne cherche pas à se séparer, mais au contraire on se mélange, ou alors est-ce qu'il faut aller vers des séparations qui relèvent du multiculturalisme ? Nous voyons là que deux projets de société s'affrontent, qui sont diamétralement donc opposés du point de vue de l'idée que l'on se fait de la société. Alors, un tout petit éclairage concernant
donc aussi un aspect qui a à voir avec le fait que nous sommes en France, avec un droit social, des acquis sociaux, une conception de l'entreprise fondée sur un droit social comme il n'en existe nulle part ailleurs. Et le fait est que c'est aussi le fait de cette idée d'éclatement ethnico-identitaire, religieux, qui serait celui d'une société dans laquelle on reconnaîtrait juridiquement des droits à des minorités, eh bien, ferait que les forces sociales en France éclateraient, ces forces sociales qui ont été à l'origine de cette conception de l'entreprise qui est la nôtre, d'une entreprise qui n'est pas d'abord fondée religieusement, mais qui est bien indépendante du fait religieux, y compris un droit social qui lui-même donc est expurgé de références religieuses et qui ne se réfère qu'à l'intérêt général, y compris même dans l'entreprise, puisque l'intérêt général de l'entreprise, c'est sa bonne marche, mais aussi dans le respect de l'égalité des uns et des autres, puisque le contrat de travail, il se trouve, est neutre et ne comprend aucune qualification dans un sens ou dans l'autre qui concerne des particularismes, que ce soit pour embaucher quelqu'un ou que ce soit pour l'empêcher de l'être. Donc nous sommes face à un véritable enjeu de ce point de vue. Alors simplement pour situer aussi mon propos par rapport à des éléments un petit peu objectifs, on a un certain nombre de situations qu'on peut relever relativement à cet enjeu, à ce frottement qui existe entre le religieux et le droit commun, et le droit, je dirais, de l'entreprise, le droit de l'ensemble aussi des salariés. C'est la façon dont c'est affirmé de plus en plus au sein de l'entreprise elle-même, donc eh bien, cette question qui est la présence du fait religieux. Alors, il y a l'exemple de Babylou a permis, je dirais, de donner une résonance très importante donc, à cet enjeu, mais par-delà, des choses que l'on ignore un petit peu plus, on a eu dans l'actualité, pour prendre un fait un petit peu de caractérisation, on a entendu parler, par exemple, du fait que des chauffeurs de bus à la RATP refusaient de prendre le volant après que des femmes aient conduit, par exemple, leur bus, ou encore récemment, il y a dans l'actualité, débat juridique sur le fait qu'un chauffeur aurait pu ne pas prendre, ne pas vouloir s'arrêter pour prendre dans son bus une jeune fille parce qu'elle aurait été habillée d'une façon qui ne lui aurait pas convenu et qui aurait été impudique. Donc, ce qui fait débat aujourd'hui, en ce moment même d'ailleurs dans l'actualité. On sait bien le nombre de cas où, par exemple, on voit le refus de salariés de serrer la main de femmes ou d'avoir donc effectivement exercé leur activité sous l'autorité d'une femme. On voit que le religieux, qui donne en général aux femmes une place, je dirais, de conditions différentes, voire inférieures, ce qui est le propre de tous les monothéismes, donc au regard des droits que l'on considère avoir été donnés par Dieu à l'homme, eh bien, a des conséquences si on se réfère uniquement à la loi religieuse que l'on porte au-dessus de la loi commune. Donc c'est bien l'enjeu dont nous parlons. Alors l'Observatoire français du fait religieux en entreprise attire depuis un certain nombre d'années notre attention sur le fait qu'on voit monter ce fait religieux à différents titres. Sans rentrer dans le détail, on pourra y revenir dans notre échange. Mais ce que constate l'Observatoire français du fait religieux, à la fois, d'un côté, c'est une sorte de banalisation de ce fait, puisqu'on est autour de 29,5% de faits constatés, et donc il y aurait en quelque sorte une forme de stagnation, mais dans le même temps, on doit aussi constater que pour une très large majorité des salariés, c'est-à-dire 62,9%, ils sont convaincus que les problèmes sont devant nous par rapport à ce phénomène, donc d'envahissement au sein de l'entreprise de cette question qui serait la question religieuse et viendrait s'opposer aux droits des autres salariés. N'oublions pas qu'on peut aussi avoir affaire à des groupes de pression, quels qu'ils soient, religieux ou pas d'ailleurs, mais qui sont aussi, et voire prosélytes. Donc on a l'Observatoire français du fait religieux en entreprise attire aussi notre attention sur le fait que, même s'il y a banalisation, il y a aussi tout de même une augmentation régulière des cas bloquants. Nous sommes aujourd'hui à 9,5% des cas bloquants au regard des conflits sur la question religieuse dans l'entreprise, et dans 81% des cas donc, qui sont les cas bloquants, eh bien, lorsqu'on est sur les cas les plus bloquants, on a dans 81% des cas l'argument de racisme qui est avancé par le salarié pour tenter d'imposer donc son point de vue religieux pour ne pas accomplir par exemple certaines tâches ou ne pas avoir à travailler sous l'autorité d'une femme, et on pourrait donc prendre d'autres exemples. Donc on voit qu'il y a là un certain affrontement qui revient dans l'actualité
des débats autour de la loi commune, donc une loi universelle, celle qui peut être partagée par tous et qui peut être la seule référence, qui garantit aussi la protection de tous, par le fait qu'on puisse parfois, certains puissent affirmer donc la loi religieuse au-dessus, effectivement, donc de la loi commune. Alors nous voyons là comment, effectivement, il y a des enjeux donc qui relèvent de l'universalisme, puisqu'il en va de la protection de la liberté de façon générale dans la société, y compris même, effectivement aussi, dans le domaine de l'entreprise. J'ai commencé ma carrière professionnelle le 1er août 1979 et j'ai rencontré un jeune homme qui était Jean-Luc Petugnin, qui est aujourd'hui mon président chez Paprec, et on a commencé tous les deux comme contrôleurs de gestion chez Lafarge. Vous voyez, comme quoi il a mieux réussi que moi. Donc Jean-Luc, pour vous dire un peu le personnage, papa officier de l'armée de terre, maman institutrice. Donc ça vous cadre déjà, Jean-Luc, progressiste, mais très attaché à la défense des principes de la République. Donc Jean-Luc a fait ça, a travaillé chez Lafarge, et puis il a quitté Lafarge, et puis il a travaillé dans un grand groupe. Il ne s'est pas entendu avec le président directeur général, qui avait d'autres idées, et au lieu de donner un chèque de licenciement, il a donné une boîte qui s'appelait Paprec. Ils étaient 40, ils faisaient 40 millions de chiffre d'affaires à peu près, mais en francs, et aujourd'hui on est 8500, et il fait 1,5 milliard. Et il est majoritaire dans sa boîte. Donc c'est une excellente réussite. Comme il dit, en France, on peut réussir, mais c'est un bourreau de travail, etc. Alors je vous explique un peu Paprec, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est tout simple, on prend des déchets, on les met dans des usines et on les transforme en matières premières secondaires. Alors vous allez me dire, matières premières secondaires, c'est-à-dire que matières secondaires, c'est des matières premières issues des déchets. Donc on transforme des déchets en matières premières. Donc on fait du bois, du papier, du carton, du plastique. Votre bouteille de PET, on la prend, on la collecte, on la broie, on la lave, on l'extrude, on la polycondense et on fait des granulats pour refaire des bouteilles. Voilà. Donc 8500 personnes, 54 nationalités. On a compté, pour rire, une fois, je crois qu'il y a 12 religions ou 13 religions chez nous. Donc Jean-Luc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, on va faire une charte. À l'époque, c'était pas une charte, on avait fait les valeurs d'entreprise. Donc, il avait fait les valeurs d'entreprise. Donc, dans toutes les entreprises, on disait que pas de racisme, pas d'antisémitisme, pas de sexisme, pas ci, pas ça. Donc, on avait fait une charte et on plaçait l'homme en priorité. En deux, il a rajouté un jour, quand on faisait des interviews, etc., on a affiché les droits de l'homme dans toutes les sociétés du groupe Paprec. Et on a dit que les droits de l'homme doivent être appliqués dans le groupe, etc. Et puis, si vous voulez, il est venu le fait qu'on a vu, parce qu'on est né dans le 93 en Seine-Saint-Denis, on a 800 personnes en Seine-Saint-Denis, on a vu apparaître des choses qui nous ont paru bizarres, etc. Et on s'est dit, comment on pourrait faire pour se protéger, le cas échéant, de problèmes comme a eu Peugeot, etc. Et puis pour protéger les religieux modérés et pour protéger, faciliter la diversité dans un cadre juridique. Donc on a vu apparaître la charte sur la laïcité de l'éducation nationale. Et suite à cette charte, on s'est dit, ben, banco, on va tester le coup. Alors, on a construit la charte, on l'a présentée à tous nos salariés et on a fait un tour de France. Donc, le tour de France, c'est simple, chaque usine, on faisait une réunion avec tout le monde et on expliquait qu'on allait mettre sur pied une charte sur la laïcité et on demandait aux gens s'ils étaient favorables ou pas défavorables. Et là, on a eu vraiment un courant favorable à la charte sur la laïcité et la diversité. Les gens nous ont dit c'est très bien. On a des femmes musulmanes qui sont venues nous voir, qui nous ont dit on ne veut pas un deuxième grand frère dans l'entreprise, on veut pouvoir fumer une cigarette, on veut pouvoir mettre du rouge à lèvres, on veut pouvoir s'habiller comme on veut. Et si vous voulez, tout doucement, on s'est dit on va faire une votation. Donc on a fait une votation dans toutes les entreprises et on a sorti la charte sur la laïcité juste avant, si vous voulez, l'affaire Charlie. Alors,
le jour où on a sorti ça, si vous voulez, c'était 3 semaines ou 4 semaines avant Charlie. Donc là, on a eu, et alors c'est ça qui est surprenant, on a eu une levée de boucliers, mais pas du tout des musulmans. On a eu une levée de boucliers et des injures, surtout par des catholiques intégristes. Au sein de l'entreprise ? Non, à l'extérieur. Mais au sein de l'entreprise, tout s'est très 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 bien passé. Et donc, l'affaire Charlie, et là, ça a éteint le feu, on n'a plus une attaque, on n'a plus rien eu, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, maintenant, on s'est dit, on peut nous attaquer au point de vue juridique. Donc là, on a rencontré une femme formidable, qui est une sénatrice PRG des Pyrénées, qui s'appelle Madame Laborde, qui nous a dit venez me voir, expliquez-moi comment ça se passe, etc., etc. Donc on l'a expliqué, on a rencontré des syndicats, alors, CFDT, FO, tout ça, on a eu l'occasion de rencontrer les gens du Grand Orient, on a rencontré un tas de gens et on a eu une visite assez étonnante au mois de novembre. En novembre, juste avant son départ de l'Élysée, c'est notre ami François Hollande qui nous a dit « Je viens visiter l'entreprise, ça, machin, qu'est-ce que c'est que votre truc, là? Expliquez-moi, pourquoi vous avez fait ça, comment ça... » Et il était accompagné de 2 collaborateurs qui étaient Macron et El Khomri. Et El Khomri m'a dit « Écoutez, moi je travaille sur un projet, etc. » Et c'est comme ça qu'on a travaillé, si vous voulez, sur l'article 2 de la loi El Khomri, qui est l'article sur la neutralité. Alors, pourquoi, si vous voulez, l'article 2 a basculé de la laïcité à la neutralité? C'est que les juristes ont dit, au niveau européen, on va se prendre un scud en pleine tête. Pourquoi? Parce que le mot laïcité n'a pas la même définition, si vous voulez, au niveau européen, pour un Belge, pour un Polonais, pour un Lituanien, pour un Ukrainien, mais pour des... Bon, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a dit, on va plutôt jouer le jeu sur le mot neutralité, on aura moins de problèmes. Et donc l'article 2 parle maintenant de neutralité en entreprise. Alors, on n'a pas eu d'attaque au niveau européen. On n'a pas été très embêtés. Je sais que les Polonais, et c'est surtout, j'ai pensé à ça, les Polonais et les Belges, il y en a 2-3 qui ont hurlé un peu. Mais sinon, c'est marrant, on n'a pas été vraiment attaqué. Ni par l'ONU, ni par aucune organisation. L'Organisation du travail à Genève a trouvé que la charte sur la laïcité était peut-être un moyen pour vivre, je veux dire, en bonne entente dans une entreprise. Alors, je sais, on a été attaqué aussi par la libre parole, la libre pensée, pardon, qui nous a... La libre parole, c'est ici. C'est ici, voilà, merci. La libre pensée qui a jugé que la charte sur la laïcité était une atteinte aux libertés. Bon. Et on a été attaqué une 2e fois aussi parce que mon président a aussi attaqué le Front National sur son programme économique et il a conseillé aux salariés du groupe de ne pas voter Front National parce que ça allait mettre la niche sur le chien et là aussi on a été attaqué. Alors aujourd'hui, comment on le vit? Eh bien écoutez, on le vit très bien. On a beaucoup de femmes qui sont patronnes de sites industriels, dont Blanc-Ménil, où on a une jeune femme de Toulouse qui dirige 55 Maliens sur des chaînes de tri. Il y a le Ramadan, tout se passe bien. Franchement, je vais te dire, notre charte sur la laïcité, je pense qu'on a eu beaucoup plus de chance que Babilou. On n'a pas eu une levée de bouclier. Et si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez étonnant, quand on embauche des gens, on leur parle de la charte, et souvent les gens qui viennent travailler chez Paprec aujourd'hui viennent souvent parce qu'ils ont entendu parler et qui disent que les valeurs qu'on défend leur plaisent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Et dans le 93, qui est quand même vraiment, je veux dire, une cocotte minute, hein, vous avez qu'à lire Le Point d'il y a 10 jours. Écoutez, franchement, on s'en sort pas trop mal.
et on essaye de faire des adeptes. Et moi, je reçois beaucoup d'entreprises qui viennent m'exposer leurs problèmes, mais souvent, si vous voulez, ils ont laissé passer un acte qui fait que quand vous laissez passer quelque chose, après, ça se propage, et puis la frontière, elle recule, et à un moment donné, vous êtes au bord du précipice. Voilà. Je travaille depuis quelques temps, c'est nouveau pour moi, avec pas mal de psychologues, et j'ai remarqué, ça tombe, on entend quand même, ouais, c'est bon. J'ai remarqué que dans cette profession des psychologues, avant de dire ce qu'on avait à dire, il fallait dire d'où on parle. Bon, je trouve ça un petit peu lourd parfois, mais bon, autant se faire plaisir et reprendre un petit peu l'habitude qui est la mienne sur le plan professionnel. Donc moi, je suis un homme d'entreprise de toujours. Mon destin aurait pu être différent d'ailleurs, parce que j'ai été un des dirigeants de l'UNEF, et donc j'aurais pu faire, comme la plupart de mes camarades de l'époque, trouver un poste dans une municipalité ou devenir palefrenier d'un député, pour terminer par être responsable du service de répartition des subventions à la mairie de Paris. Je n'ai pas voulu faire ça parce que l'entreprise me paraissait être un domaine qui m'attirait par son universalité et plus exactement, c'est bon, vous allez y arriver, qui m'attirait par son internationalité. Alors, et aujourd'hui, donc après avoir été DRH d'une entreprise de logistique, donc quelques points communs avec toi, en t'entendant parler, d'ailleurs, j'aurais adoré être le DRH de Paprec, parce que il me semblait avoir eu moins de problèmes que ceux que j'ai eus. Bon. Puis, par ailleurs à ça aussi, d'où je parle, je suis élu local, je suis élu de Nanterre, élu d'un quartier populaire, le Chemin de Lille, pour ceux qui connaissent Nanterre. Et finalement, pendant des années, les problèmes que je rencontrais, j'allais dire dans la journée en tant que DRH, je les rencontrais aussi le soir en tant qu'élu local. Ce fait que ce thème de la radicalité est un sujet que j'ai abordé déjà sous plusieurs angles. Alors, 3 considérations liminaires. La première, je me méfie de l'utopie. Je pense que la plupart des drames qui sont intervenus dans l'humanité sont liés à des utopies. La deuxième, c'est que je mesure les... Dans le cadre des utopias. Voilà. Fallait oser le dire. La deuxième, c'est que je mesure aussi les limites de l'universalisme. Pour achever d'être totalement désagréable, dans l'universalisme, c'est aussi ce qui a mis en place, avec pas mal de gens qui fréquentaient ces murs, le colonialisme, par exemple, dont on mesure mieux aujourd'hui les bienfaits. C'est au nom de l'universalisme qu'on a dû initier le premier noir au Grand Orient en 1930. Et enfin, c'est toujours au nom de l'universalisme que des mâles blancs, se disant farouchement progressistes, ont attendu 2010 avant d'initier la première femme dans cette maison. Bon. Qui était d'ailleurs une travestie. Bon. Alors, ces bonnes choses étant dites, et puis dernier point, je vais tenir un propos un peu pessimiste. Alors, c'est volontiers pour faire le contrepoint avec Philippe. Et puis, depuis que j'ai entendu des proches dire que l'optimisme était l'opium des cons, je me méfie d'être farouchement optimiste. Alors, pourquoi finalement parle-t-on dans l'entreprise de l'universalisme aujourd'hui? Pourquoi c'est un sujet? C'est un sujet parce que l'universalisme, qui devrait être un des principes de l'entreprise, se trouve confronté, pour appeler un chat, au phénomène religieux, et au sein de ce phénomène religieux, au phénomène de l'islamisme politique, qui concentre quand même, allez, s'il s'agit de citer un pourcentage, 97 ou 98% des sujets qu'ont à traiter les entreprises. Au fond, aussi, une question, c'est de savoir si l'universalisme est-il le fondement de l'entreprise. Parce que c'est quand même ça qui est annoncé dans ce colloque. Moi, ça m'interpelle, parce que pour moi, le fondement de l'entreprise, c'est très simple, c'est de gagner de l'argent, du moins de ne pas en perdre, et de continuer d'exister. C'est pour ça qu'il y a des entreprises. Deuxième fondement de l'entreprise, c'est de délivrer des produits, des services, de contribuer à la création de richesses. C'est aussi pour ça que l'entreprise existe. Donc, l'universalisme n'a pas finalement un fondement de légitimité économique dans l'entreprise. L'autre chose, c'est sur le plan juridique.
Quand on crée une entreprise, on crée ce que, dans les statuts, on appelle ça en droit l'affectio societatis, c'est-à-dire le fait qu'entre les associés, les porteurs de parts, il y a un projet commun. Ce projet peut être tout à fait anti-universaliste. Il y a d'excellentes entreprises qui sont, je ne sais pas quoi, des restaurants couscous, des gens qui vendent des chandeliers à 7 branches, qui existent sur une base extrêmement non-universaliste, qui gagnent très bien leur vie, qui payent relativement bien leur personnel et qui servent particulièrement bien les clients qui vont y manger ou acheter des souvenirs. Donc finalement, l'universalisme n'est pas une obligation dans l'entreprise. Par contre, elle est une obligation, ou plutôt un souci, dans les grandes entreprises. Alors, ce que je vais dire va peut-être froisser quelques oreilles, on le verra bien dans la discussion. Finalement, quand on regarde un peu le fonctionnement d'une grande entreprise, moi j'étais le DRH d'une maison où il y avait 25 000 salariés sur le plan international, on peut faire de la sociologie un peu simpliste, on va dire qu'il y a 3 tiers. Il y a le tiers de ceux qui sont dans l'hostilité, parce que, pour le plan idéologique, ils portent une hostilité au système libéral, et donc, quoi qu'on fasse, ils seront plutôt d'emblée contre la boîte. C'est souvent ce qu'on observe dans les grandes entreprises de services publics, disons. Voilà, il y a un tiers des gens qui ne sont pas contents d'être là, sans pour autant pousser l'audace jusqu'à aller voir ailleurs. Bon. Un deuxième tiers, ça serait ce qu'on pourrait appeler les sous-investis, c'est-à-dire que voilà, ils sont là pour avoir le bon goût d'un salaire à la fin du mois. Ils font, si on leur parle d'une voix douce en leur donnant des instructions précises, comme la plupart des gens dans les sociétés, ils feront leur fort travail, mais ils en font pas plus et pas moins, et ils ne sont pas guettés par l'excès de zèle. Bon. Et puis, il y a le dernier tiers, alors on peut penser qu'ils sont peut-être moins intelligents que les 2 premiers d'ailleurs, qui finalement croient au projet de l'entreprise. Et puis au sein de ce dernier tiers, je mettrai les 10% de surinvestis qui ont le bon goût d'attraper des burn-out, de faire des procès en risques psychosociaux à leur employeur. Et j'en suis très content puisque c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui. Et à partir de là, se pose la question, disons, de l'universalisme au quotidien. C'est-à-dire que comment ça a fonctionné, quelles sont, moi, les expériences que j'ai pu avoir dans l'entreprise. Dans le fond, une entreprise, quand on y arrive, on s'aperçoit que c'est plus une affaire de clan qu'une histoire d'universalisme. Moi, je suis breton, je peux vous dire que pour se faire embaucher la Brittany Ferries, par exemple, il vaut mieux s'appeler Keinec que Ferracci. Et à l'inverse, pour se faire embaucher au machin corse, là, comment ça s'appelle, la SNCM, ils ont disparu, je ne sais plus quoi, Corsica Ferries, il vaut mieux s'appeler Ferracci que Keinec. Donc c'est quelque chose qui existe depuis belle lurette. Il y a des clans dans les entreprises, et ces clans viennent à la fois de la localisation de l'entreprise et aussi de ses difficultés de recrutement. Alors, finalement, la forme la plus visible du refus de l'universalisme, c'est quelque part de refuser un certain nombre de symboles, j'allais dire, de l'universalisme européen que je mets entre guillemets. Cela, c'est un défi auquel j'ai été confronté. Moi, quand j'étais DRH, il y a eu une agence, je l'ai su bien après, sinon je serais venu avec un peu de napalm dans les poches, où une femme s'est fait boycotter. C'était alors la seule femme dans l'entreprise, et en plus, elle n'était pas musulmane. Bon. Donc, comment elle s'est fait boycotter? C'est très simple. Les gens ont été voir le chef de cette dame en disant tant que la dame sera là, nous, on va avoir un fort taux d'absentéisme. Ils ont dit chiche, et puis effectivement, les gars, ils étaient malades un jour sur 2. Bon. Puis au bout d'un moment, l'entreprise, avec un actionnaire public, s'est résolu à faire accepter l'inacceptable, c'est-à-dire à mettre cette dame dans une autre agence. On a fait venir un monsieur qui avait le bon goût d'être de la même religion que tout le monde, et là, tout s'est bien passé, à part qu'il y a 0 diversité dans cette entreprise, c'est-à-dire que c'est un personnel qui a 100% maghrébin musulman. Il n'y a même pas un noir d'ailleurs, c'est un truc vraiment clanique et extrêmement structuré de ce point de vue-là. Je crois qu'aussi, il y a quelque chose qu'il faut observer dans les entreprises, c'est ce que j'appelle l'ethnicisation professionnelle. J'en ai pris conscience récemment en allant prendre un café devant le funérarium du Père Lachaise.
et je discute avec le patron du bistrot des problèmes de recrutement dans la restauration. Oh, il me dit, moi, j'ai à la fois simplifié la cuisine et simplifié mes problèmes de personnel. C'est très simple. Pour la cuisine, ça va directement du congélateur au four à micro-ondes, et pour le personnel, je ne travaille plus qu'avec des tamouls. Et c'est formidable, ils ne sont jamais en grève, ils partent à l'heure, ils arrivent à l'heure. S'il y en a un qui est malade, il se fait remplacer. Et il m'a dit, c'est à peu près le cas de la moitié, me dit-il, des restaurateurs parisiens, de faire appel à ça. On le voit dans le domaine du gardiennage aussi, où il y a des chasses gardées sur des bases ethniques communautaristes. Ce n'est pas forcément de la diversité, mais il y a des entreprises où, pour faire simple, tous les livreurs sont ivoiriens, tous les manutentionnaires sont maliens. Pourquoi ? Parce qu'il y a des filières qui interviennent par les difficultés de recrutement. C'est qu'à un moment dans les entreprises, on était bien content de trouver le gars, quand on ne trouvait pas de personnel, qui nous dit « Moi j'ai un cousin qui est un mec sérieux, je me porte garant de lui, vous l'embauchez, il n'est pas cher, il fait le boulot, et s'il y a des ennuis avec lui, je m'en occupe. » Formidable. Donc c'est un petit peu comme ça que s'est mis en place finalement ces phénomènes. Autre sujet, c'est celui de l'entrisme dans les organisations syndicales. Moi j'ai toujours été frappé de ça. Assez curieusement, il y a des syndicats, alors ce n'est pas toujours les mêmes. Par exemple, quand j'ai pris mes fonctions, il y avait une grève dans un centre de tri parce que, surprise, surprise, les Antillais qui étaient tous syndiqués à la CFTC avaient le bon goût de faire un petit punch vers 11h et avaient confié le soin à un jeune homme maghrébin d'aller chercher la bouteille de rhum avec discrétion pour la mélanger avec le Sprite. Bon. Le gamin, ça ne lui a pas plu, il a été voir les types de Sud qui, eux, étaient tous maghrébins musulmans. Ça a entraîné une grève avec un protocole de reprise extraordinaire dans lequel on rappelait que la consommation de l'alcool sur les lieux de travail n'était pas autorisée. J'avoue que ça a été le meilleur moment de ma carrière. Ensuite, il y a les dérives qui sont liées, on peut par conséquence, de l'entrisme dans les organisations syndicales. Cet entrisme aussi, il est souvent provoqué par les organisations syndicales elles-mêmes. Je regarde pourquoi la CFTC est assez perméable à ce genre de choses. D'abord parce que, étant un syndicat catholique, ceux qui sont d'une autre religion pensent que ça va faciliter le fonctionnement. Ensuite, parce qu'ils sont à 8% de taux de représentativité. Si j'ai bien compris, Mme Pénicaud veut mettre la barre à 10 pour les emmerder. Et donc, tout candidat fait nombre et ils sont à la pêche, disons, partout où ils peuvent, en n'étant pas très regardants sur les gens qui prennent des responsabilités syndicales. Après, ça amène des dérives extraordinaires. Comité d'entreprise de Peugeot finançait, par exemple, des voyages à la Mecque. Alors, deux derniers points pour terminer. Quel est l'impact sur la productivité et la sécurité ? Dans le métier du transport où j'étais, c'est sûr qu'avoir des chauffeurs qui font le ramadan est un problème. Comment peut-on conduire à 40 tonnes le ventre vide alors qu'on a fait une suralimentation quelques heures avant de prendre le volant ? Il y a des vrais accidents, ce n'est pas un fantasme. Une camionnette, par exemple, de je ne sais plus quelle mairie, a eu 10 morts, 10 jeunes, parce que le chauffeur s'est endormi à 11h du matin. Ensuite, il y a le problème des mois de Ramadan. Alors, cette année, ça va être un bon mois de Ramadan dans le transport, parce que c'est au mois de mai, comme ça tombe bien, c'est avec les ponts, donc ça va pouvoir se gérer. Quand c'est au mois de novembre, décembre, au moment des pics de livraison, c'est juste l'enfer, quoi. Alors, impact sur la communication. Bon, finalement, quand je regarde un petit peu les sujets qui ont été posés récemment, le hijab chez Decathlon, la tenue Total Look vendue chez H&M, je me dis que ces entreprises, finalement, pourquoi elles jouent avec ça ? D'une part parce qu'elles ont un objectif commercial, c'est de plaire à des clients potentiels, et surtout de passer un message induit au sein de leur entreprise. C'est-à-dire qu'elles vont communiquer. Par exemple, les gens de Decathlon ne sont pas idiots, ils savent bien qu'en faisant ce truc-là, ils vont déclencher des grandes orgues et ils vont se replier. Mais ils s'en fichent. D'une part, ils passent un message à la clientèle qui leur coûte beaucoup moins cher que des spots télévisés. Deuxièmement, ils font plaisir à une grande partie de leur personnel. Donc tout va bien. Alors au fond, est-ce qu'on peut faire quelque chose Est-ce qu'il y a des solutions ? Je vous ai dit que j'étais pessimiste. Donc j'en vois pas beaucoup. Bon, la première,
Elle va de soi, c'est de sortir de la posture bisounours du DRH Sciences Po après le lycée Pasteur à Neuilly. J'espère qu'il n'y en a pas trop dans cette temple. La deuxième, c'est se servir de la loi. La loi, Madame El Khomri a fait beaucoup sur ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Est-ce un hasard si elle s'appelait El Khomri? Et puis la troisième, c'est là-dessus que je vais peut-être terminer, c'est d'appliquer ce que disait Napoléon sur l'art de la guerre, qui était de choisir son terrain de bataille. Dans le fond, comment les entreprises se protègent contre les dangers? Dans les années 60, au moment du début de la décentralisation, beaucoup d'entreprises ont fui la Seine-Saint-Denis parce que la ceinture rouge leur posait des petits problèmes avec les syndicats. Donc on se dit on va s'installer à Rennes chez les Bretons, c'est des gens plus pacifiques, ça l'est moins aujourd'hui, où on va se mettre en Vendée, là c'est formidable, plutôt que de s'emmerder à être à la plaine Saint-Denis avec les gens qui vont bien dans le décor. C'est un vrai risque et je pense que c'est un sujet qui me fait penser à un livre qu'a écrit notre ami Philippe il y a quelques années. En arrivant ici, je lui ai posé la question, ce n'était pas un homonyme. Il a écrit un livre sur les dangers, les entreprises face à l'inondation. Voilà, c'est ça, centenaire. Voilà. À l'époque, je me rappelle, en tant que DRH, on travaillait là-dessus. Et je me suis dit que finalement, c'était la même chose. Aujourd'hui, on est face à une inondation. Alors, face à une inondation, on peut toujours trouver des mesures palliatives, par exemple mettre les meubles de l'accueil sur des galets, sur des pavés, pour les rehausser un petit peu. Et puis, on peut aussi décider de se mettre en zone non inondable. Et je me demande, et je terminerai par ça, si pour être totalement pessimiste, c'est pas ce qui va se passer. J'en vois un peu la marque, par exemple, avec Peugeot, qui a fermé son site d'Aulnay-sous-Bois pour des raisons essentiellement liées au communautarisme. Voilà, et puis ils ont ouvert des usines un peu plus loin. J'ai dit.